On est heureux de vous retrouver toutes et tous ici avec nous. Donc aujourd'hui, vous avez avec nous Emmanuel Belli de Danone, Vincent Nida du groupe Rocher et Franck Carnero du groupe Maïf qui vont être nos grands témoins. Comme vous le voyez, ce sont trois entreprises pionnières sur le sujet de la société à mission et qui ont travaillé sur cette question de la gouvernance et du comité de mission. On animera la séance avec Sophie, puisque nous avons participé nous-mêmes à ce groupe de travail en tant qu'experts pour produire le livrable que vous pourrez télécharger dès demain matin sur le site de la communauté des entreprises à mission. Alors, comment on va fonctionner dans le cadre de ce webinaire? On a une heure ensemble. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une présentation des travaux de ce groupe de travail pendant à peu près 30 minutes où nous interviendrons tous les 5 sur le sujet pour partager les points clés de nos travaux. Puis après, d'avoir un temps d'échange à travers des questions que vous pouvez poser sur le fil de discussion. Nous avons avec nous deux personnes de la communauté, Anis et Anatolie, qui vont attraper les questions à la volée sur le fil de discussion. Et nous les reprendrons à la fin pour pouvoir en saisir quelques-unes et pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Alors, avant d'attaquer la séance, peut-être rappeler quelques fondamentaux, puisque là, nous allons parler de la gouvernance des entreprises à mission, peut-être rappeler les fondamentaux de la société à mission. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec le concept de la société à mission. Le concept de la société à mission s'inscrit dans le cadre de la loi Pacte. Il y a 3 étages, comme on dit assez couramment dans la loi Pacte. Là, on est au niveau du 3e étage, c'est-à-dire que c'est une société, c'est une qualité d'être société à mission qui s'appuie sur 3 piliers. Le fait d'avoir une mission, ce qu'on appelle une mission contributrice, c'est-à-dire une raison d'être constituée de principes et d'objectifs que l'entreprise choisit de se donner. Et ce point est très important puisque la liberté est donnée aux entrepreneurs et aux entreprises de se définir et de se mettre en tension sur un certain nombre d'engagements et d'objectifs. Cette mission, elle s'accompagne d'une gouvernance spécifique qu'on appelle le comité de mission, qui a fait l'objet de notre groupe de travail, et d'un dispositif d'évaluation, puisque un organisme tiers indépendant, un OTI, vérifie tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 personnes l'application, enfin le respect en fait des conditions qui auront été données dans le cadre des travaux sur la mission et les indicateurs. Alors, nous, le groupe de travail de la société à mission a pour objectif évidemment d'avancer sur ce sujet, de partager des retours d'expérience. On est sur un dispositif très innovant, hein, donc on est au tout début en fait d'un chemin, et on participait à ce groupe de travail au-delà d'Emmanuel, Franck et Vincent qui sont là avec nous aujourd'hui, Agnès Deschiro qui est directrice générale d'Alice Delis, Patrice Carayon, le président de Chiesi France, Olivier Vignol, directeur général d'ICAD, Anne-France Bonnet, présidente de Nueva Vista. Et nous avions avec nous aussi des experts, hein, donc Sophie et moi, et puis aussi, surtout, Armand Actuel, qui est chercheur et professeur à Mines ParisTech, qui est un des acteurs clés à l'origine de la loi Pacte, et puis Didier Martin, qui est associé et avocat dans le cabinet Gide, qui a apporté notamment son expertise sur la partie juridique, droit, puisque la société à mission s'inscrit dans la loi. Donc voilà, je donne la parole à Sophie pour nous expliquer un peu les thématiques et les questions qu'on a voulu aborder pendant ce groupe de travail qui a été très riche. Et vous verrez que Emmanuel, Vincent et Franck nous raconteront, nous donneront leur point de vue, leur retour d'expérience dans le cadre de ces travaux. Donc je donne la parole à Sophie. Merci Jean-Noël, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, on est parti de quelques questions pour cadrer les échanges de ce groupe de travail. Alors les questions qu'on a abordées, c'est celles que vous voyez apparaître à l'écran, c'était nos questions de départ. La première question, elle peut vous étonner, le comité de mission un atout, point d'interrogation, évidemment c'est notre conviction, on l'a partagée, mais d'abord on voulait argumenter sur pourquoi c'est un atout dans le dispositif de la société à mission, et vous verrez que la notion d'innovation, à la fois d'innovation dans la gouvernance et d'innovation activée grâce à ce nouveau dispositif est une de nos réponses. Mais on ne voulait pas aussi laisser de côté le risque que ce nouvel organe de gouvernance peut représenter dans la tête des dirigeants, des équipes de direction. Ce n'est pas simple de voir arriver un nouvel organe de gouvernance. C'est un élément perturbateur et donc on a voulu poser de façon explicite cette question de l'atout, mais aussi la question du risque qui pouvait être associé
à ce nouvel organe de gouvernance. Deuxième question qu'on a posée, c'est la question des pouvoirs de ce comité de mission, de son pouvoir effectif. Que peut réellement le comité de mission et comment on ne le cantonne pas à un rôle symbolique? Comment peut-être aussi par-delà son rôle d'exécutant dans le suivi de la mission, il peut être aussi plus proactif. Donc, quel est son pouvoir et est-ce qu'il assume aussi une fonction de contre-pouvoir par rapport aux autres organes de gouvernance? Donc ça, c'était une deuxième série de questions. La troisième série de questions qu'on s'est posées, c'est des questions très pragmatiques. C'est concrètement le comité de mission, quoi, qui, quand, comment. Donc, d'essayer un peu de décrire les modes de fonctionnement et d'organisation possibles et ceux qui sont déjà mis en place. Et puis, le dernier point, c'était de se dire qu'évidemment, ce comité de mission, il est pensé dans le dispositif des sociétés à mission, mais qu'il peut aussi être une inspiration pour un changement de culture dans la gouvernance en général pour toutes les entreprises. Et donc, évidemment, si ce travail est d'abord destiné aux sociétés à mission, notre souhait, c'est qu'il fasse plus largement bouger les lignes et qu'il amène à peut-être un levier de changement culturel de la gouvernance en général. Donc ça, c'était toute la première série de questions qui a cadré le début de nos échanges. Et puis, ce qui a été très intéressant, c'est en fait que la première séance, ce qu'on a observé, c'est que ces questions, elles ont amené plein d'autres questions. Il y a eu une première séance avec une série de questions qui ont été soulevées, de questions en rebond. C'était vraiment très intéressant d'observer ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces questions? Notamment, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment une singularité à la fois des statuts des sociétés qui sont sociétés à mission. Évidemment, ce n'est pas la même chose de mettre en place un comité de mission quand on est dans un moment de crise, de relance, de pleine croissance. Ce n'est pas la même chose quand on est une entreprise familiale ou un groupe avec un actionnariat majoritaire privé. Ce n'est pas la même chose pour un grand groupe, une TI, une PME, une start-up. Ce n'est pas la même chose aussi selon le contenu de la mission. Est-ce que c'est un combat écologique? Est-ce que c'est un combat de solidarité sociale? Est-ce que c'est un enjeu d'innovation? Et donc, en fait, toutes ces singularités de situation ont amené à plein de questions très particulières avec un vrai enthousiasme d'échange et de réponse. C'était très précieux. Et voilà, donc ça, c'est un peu cette première idée dont nos trois témoins vont témoigner, c'est cette effervescence de questions et aussi le fait que ce travail, c'est une saison 1 de la réflexion sur le dispositif de comité de mission. C'est un travail en progrès. Les premiers comités de mission viennent tout juste de se réunir en fin d'année dernière et puis sur ce début d'année. Donc, bien considérer aussi que le livrable que vous pourrez télécharger à partir de demain apporte des pistes de réponse, de réflexion, mais que ce n'est pas la vérité. On a eu la chance d'avoir des pionniers de la société à mission qui ont mis en place leur comité de mission pour témoigner. Mais il y aura une saison 2, un retour d'expérience. On s'est déjà tous dit qu'on se retrouverait dans un an pour mettre en perspective ce qu'on a posé aujourd'hui. Donc, peut-être ce que je vais demander d'ores et déjà à nos trois témoins, c'est un peu de réagir sur à la fois l'ambiance, l'atmosphère et puis toutes ces questions qui se sont posées pendant les échanges. Emmanuel, si tu veux commencer à réagir. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager mes retours d'expérience sur le comité de mission. Alors pour moi, ce groupe de travail a regroupé une large diversité d'intervenants, comme le disait Sophie. Et il a été assez marquant en fait, de voir émerger des convergences de vues nombreuses sur ce sujet passionnant, quel que soit le statut de la société, côté non côté, son développement, son industrie, ses objectifs. C'était un point qui était pour moi très intéressant à voir. Et nous avons aussi identifié en fait, une large diversité de solutions que la loi nous permet d'envisager en ayant laissé des contours assez imprécis, et ce qui me semble aussi un point qui a été pour moi très intéressant. C'est certainement un premier exercice qu'il faudrait poursuivre et enrichir au fur et à mesure des expériences nouvelles qui se présenteront. Mais pour moi, vraiment, ça a été un grand plaisir de participer à ces réunions et j'encourage vraiment chacun d'entre vous à contribuer à ces groupes de travail
car c'est vraiment pour moi en co-créant ensemble avec nos expériences propres que nous pourrons aider à dessiner les contours de cette nouvelle gouvernance. Vincent? Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un groupe de travail très riche. De par la diversité des cas, il était déjà très bien organisé avec des startups, des ETI, des entreprises familiales, des grands groupes cotés, donc une vraie diversité de cas, qui a montré qu'il n'y avait pas un one size fits all en fait par rapport au comité de mission, mais qu'on avait beaucoup de questions communes et surtout qu'il y avait une envie commune d'aller au-delà du texte de loi, au-delà de ce que propose le texte de loi dans le rôle qu'on voulait donner au comité de mission. Comme vous l'avez dit, Sophie et Emmanuel, c'est vrai que c'est un début, on apprend en marchant. Dans notre cas, on va rendre le premier rapport de mission bientôt, d'ici à quelques mois. Donc on est tous en train d'apprendre à gérer ce nouveau statut. Et donc toutes les expériences des entreprises qui vont joindre ce mouvement des entreprises à mission seront extrêmement riches pour compléter ce premier délivrable. Vincent et Franck, pardon, peut-être. Oui, je vais pas. Je suis totalement en phase avec ce que viennent de dire Emmanuel et Vincent. Peut-être en complément, insister aussi sur le côté innovation qui est apporté par le dispositif de société à mission, et on le voit aussi sur le plan de la gouvernance avec le rôle qu'on peut faire jouer au comité de mission notamment, et je pense qu'on va le voir un peu plus tard. Donc voilà, je voulais insister sur ce côté innovant du dispositif. Merci à tous les trois. Jean-Noël, je te repasse la parole. Ouais. Alors, première chose qu'on voulait partager avec vous, aussi sur le fond des travaux, c'est l'idée que le comité de mission, en fait, c'est la clé de voûte en fait, de la mission. Alors, ça peut paraître évident ce qu'on est en train de se dire, mais en fait, l'idée, c'est de dire, et la loi de ce point de vue-là est bien faite, c'est de dire que avoir une raison d'être ou écrire une raison d'être, enfin, je veux dire, beaucoup d'entreprises ont pu le faire avant même que la loi Pacte ait pu être énoncée. Ce qu'amène la loi Pacte, ce qu'amène la qualité de société à mission, c'est l'idée de dire qu'il y a bien une gouvernance associée à cette raison d'être. Et donc, qui dit gouvernance, dit effectivement le fait qu'on va la gérer, cette mission, on va la suivre, on va la piloter, parce qu'en fait, une des problématiques que pose la question de la raison d'être, se doter d'une raison d'être, se doter d'engagement ou d'objectifs, ça met en fait en tension l'entreprise. Et cette tension que l'entreprise se donne, puisque c'est elle-même qui se définit ses engagements, eh ben, elle amène des questions d'arbitrage, des questions de décision entre une réalité économique, parce qu'une société à mission reste une société et doit se gérer dans l'intérêt social de la société, mais aussi se donne des objectifs socio-environnementaux. Donc, cette tension qu'il peut y avoir au fil de l'eau pour atteindre ces objectifs, eh ben, elle doit être gérée. Et d'où l'importance d'avoir une gouvernance. Autrement dit, sans gouvernance, une raison d'être seule, ça peut vite être juste un claim, un objet de communication. Donc, c'est très important d'avoir cette gouvernance installée pour faire vivre en fait cette mission. La deuxième chose, c'est que quand on regarde le texte de loi, l'article L210 du Code de commerce, en fait, on voit que la loi, elle n'est pas très bavarde, en fait. Et elle laisse beaucoup d'espace, en fait, aux entreprises pour, on va dire, s'approprier cette question de la gouvernance. Quand on regarde ce qui est écrit dans la loi, hein, on dit le comité de mission est distinct des organes sociaux de la société, ce qui du coup va poser la question des interactions avec les autres organes sociaux, et j'ai vu d'ailleurs dans le fil de discussion qu'il y avait des questions là-dessus, doit comporter au moins un salarié, donc ça amène bien à l'idée qu'elle s'ouvre sur les parties prenantes externes, est exclusivement chargée du suivi de l'exécution de la mission. Alors ça pose la question de qu'est-ce qu'on met derrière le mot suivi de la mission, présente bien sûr un rapport annuel, et procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document, qui pose la question de la connaissance, de la compréhension par le comité de mission des enjeux de la société, de la stratégie de la société. Je m'arrête juste sur un point là, sur ce slide-là, et Vincent en a un peu parlé tout à l'heure. Quand on regarde suivi de l'exécution, il y a deux acceptations du suivi de l'exécution. On peut en avoir une acceptation très stricte, au fond, on suit par rapport aux objectifs que s'est fixé l'entreprise, on suit si ces objectifs sont réalisés, si les actions prévues sont bien mises en œuvre, ça, on va dire, c'est le suivi un peu strict, et il y a une acceptation plus stratégique,
qui consiste à être plus challengeant vis-à-vis de l'entreprise, c'est-à-dire de challenger même les objectifs, de challenger les actions au regard de la raison d'être que s'est donnée l'entreprise. Et dans notre groupe de travail, on a été clairement plutôt sur le niveau 2, sur une acceptation plus stratégique du suivi, avec l'idée qu'on veut être plus dans l'esprit de la loi que dans la lettre de la loi, ce qui a été un des points forts de nos travaux dans ce groupe de travail. Alors, une conviction forte, et je vais demander à Nathalie de passer le slide suivant, voilà, une conviction forte du groupe de travail, c'est la nécessité, et ça avait déjà mis en avant dans un autre groupe de travail, parce que nous sommes le GT numéro 4 de la communauté, mais il y avait un GT2 qui parlait de l'évaluation de la mission, qui avait mis en évidence la notion de référentiel opérationnel. Et la conviction de notre groupe de travail, c'est que c'est important et il y a la nécessité de se doter d'un référentiel et d'avoir ce référentiel. Pour que le comité de mission puisse opérer, faire son travail et jouer pleinement son rôle, on a besoin d'un référentiel. Donc un référentiel qui décline finalement la raison d'être et ses objectifs dans des feuilles de route opérationnelles, dans des objectifs, dans des plans d'action, qui posent la question bien sûr du choix de ces indicateurs, qui peuvent être quantitatifs, qualitatifs, qui peut être une capitalisation d'indicateurs qui peuvent exister dans le plan stratégique, dans la politique RSE, dans d'autres objets de l'entreprise, ou en créer complètement des nouveaux qui vont constituer le référentiel de ce comité de mission qui va pouvoir du coup évaluer, juger de l'avancée de l'entreprise dans le cadre de sa mission. Donc, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et là, je vais donner tout de suite la parole donc, à, je crois, Vincent et... Non, c'est Emmanuel, pardon, et Franck, pour nous partager leur propre expérience sur cette question. Emmanuel ? Ouais. Donc oui, donc Danone est devenue société à mission en juin dernier. Cette transformation, en fait, elle s'inscrivait dans la continuité de notre double projet économique et social, hein, qui a été exprimé pour la première fois par Antoine Riboud en 1972, hein, donc ça fait 50 ans, ainsi que notre raison d'être qui a été adoptée en fait dès 2005. Hein, elle a été développée par Franck Riboud, c'était apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, et notre cadre d'action One Planet One Health qui a été défini par Emmanuel Faber. Donc, pour nous, en fait, cette démarche, elle est très cohérente avec notre ambition de devenir une Bicorp au niveau mondial en 2025. Et Bicorp, en fait, et l'entreprise à mission sont pour nous des couches différentes mais complémentaires de notre engagement en faveur de la création de valeur durable et responsable. Donc, notre passage à entreprise à mission s'est accompagné d'un cadre de gouvernance renforcé par un comité de mission. Ce comité de mission, pour nous, il est nommé par notre conseil d'administration. Il supervise nos progrès vers les objectifs sociaux et environnementaux. Il y a 10 membres, 8 sont des experts mondiaux qualifiés en provenance d'ONG ou d'organisations internationales. On a un administrateur indépendant et un employé. Et le comité, en fait, il nous interpelle sur des sujets stratégiques comme la santé, la nutrition, mais aussi l'eau, l'agriculture, la biodiversité, les emballages, l'innovation sociale, enfin tous ces sujets qui sont au cœur des enjeux de Danone. En lien avec notre raison d'être, on a défini 4 objectifs sociaux et environnementaux qui sont alignés avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. On a amélioré la santé, préservé la planète et renouvelé ses ressources, construire le futur avec nos équipes et promouvoir une croissance inclusive. Et en fait, pour chacun de ces objectifs, le comité de mission et le management et les membres du conseil d'administration qui sont impliqués ont défini une feuille de route et des indicateurs à suivre. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé les indicateurs que nous suivions depuis 2001 dans le cadre de notre Danone Way, ainsi que les indicateurs qu'on utilise dans le cadre de notre certification Bicorp. Et en fait, on a conduit une espèce d'exercice de sélection et de priorisation avec le comité de mission pour identifier ceux qui sont plus pertinents pour mesurer la progression vers nos 4 objectifs. Donc pour moi, comme le disait Jean-Noël, le comité de mission est vraiment sans aucun doute la clé de voûte de la mission. Vincent, je te passe la parole. Alors, je crois que c'est Franck. Mais... Oui, c'est moi qui enchaîne, Emmanuel. Donc, il y a effectivement des similitudes pour beaucoup de sociétés qui adoptent la qualité de société à mission, et en particulier le fait que ça correspond à des enjeux stratégiques. Nous, en l'occurrence, pour la Maïf,
On fait comment dire, de ce qu'on appelle en interne la singularité, c'est-à-dire la manière de réaliser notre métier d'assureur différemment de ce qu'on peut trouver sur le marché, quelque chose de clé pour entretenir une relation durable avec nos sociétaires. Et cette manière singulière de réaliser notre métier intègre bien évidemment la partie prenante sociétaire qui pour nous sont plus que des clients, puisqu'on est une mutuelle, mais aussi la manière d'intégrer nos collaborateurs, nos acteurs internes dans le dispositif, tourné vers une performance durable, et puis aussi le monde qui nous entoure. Et effectivement, quand on devient société à mission, il y a un double enjeu. Il y a à la fois l'enjeu de s'engager en intégrant dans les statuts une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux, et on pourra les détailler s'il y a des questions concernant la MAIF, et on s'engage aussi à rendre compte. Et le comité de mission est vraiment une instance clé dans le dispositif. On parlera peut-être également aussi de l'organisme tiers indépendant qui effectuera des contrôles aussi en complément du comité de mission, mais avoir finalement une nouvelle instance composée de nos principales parties prenantes, nous en l'occurrence des représentants des sociétaires, des représentants des salariés, des experts pour représenter le monde qui nous entoure, ça nous permet non seulement de suivre ce qui est prévu par la loi, l'exécution de nos objectifs statutaires, à travers notamment le suivi d'indicateurs liés à une feuille de route, mais aussi d'être en capacité d'irriguer la réflexion des dirigeants et du conseil d'administration en apportant une vision complémentaire sur des sujets sur lesquels, justement, des experts dans le comité de mission peuvent apporter une vision un peu différente, un peu en avance de phase sur certains sujets et à faire rentrer peut-être des problématiques qui peuvent être habituellement un peu plus éloignées du cœur de réflexion d'une direction générale ou d'un conseil d'administration, et de pouvoir éclairer sous un jour nouveau ces éléments. Donc pour nous, c'est vraiment très très important dans le dispositif. Ça fait émerger une sorte de dialectique fructueuse. Merci Franck. Je crois que c'est Sophie qui reprend. Je vais prendre la parole sur un des atouts qui est ressorti dans nos échanges du comité de mission, qui est en fait qu'il joue un rôle d'interface, c'est-à-dire qu'il fait lien et qu'il fait lien à plusieurs niveaux. Donc, il a vraiment cette fonction de jonction, de courroie de transmission et avec des effets de circulation très fertiles et vertueux. En somme, qu'il évite l'entropie du système et que par son existence même, il ouvre ce système et donc aussi génère beaucoup d'échanges, de créativité et entretient vraiment la dynamique de transformation que la mission initie. Alors ce lien, il est d'abord fait, Anatolie, si tu peux passer le slide suivant de façon à faire apparaître les différents niveaux de lien. Donc il y a d'abord le lien avec le monde extérieur, de facto, par son existence même, aussi par sa composition. Jean-Noël l'a signalé tout à l'heure, si ce comité doit comporter au moins un salarié, cette mention sous-entend que la majorité des membres seront des représentants externes. Et donc, chacun de ces membres représente un aspect du monde extérieur, la mission étant une contribution de l'entreprise au monde. Donc, il y a vraiment cette idée que ce comité vaut comme fenêtre sur le monde. Également aussi, ces personnalités externes peuvent être des représentants des parties prenantes. Cependant, le comité de mission n'est pas tout à fait un comité de parties prenantes au sens où ces représentants des parties prenantes ne sont pas là dans une logique de représentation des intérêts particuliers de chacune de ces parties prenantes et donc dans une logique de négociation ou d'équilibrage de ces intérêts, mais bien en tant que contributeur à la mission de l'entreprise, qui est donc une entreprise au sens élargi, une entreprise partenariale. Et donc avec vraiment cette idée de dépassement de ces logiques d'intérêt particulier grâce à la mission. Donc ce qu'on voit advenir, c'est aussi des formes de copilotage de l'entreprise dans lesquelles l'intérieur et l'extérieur dialoguent de façon très, très intéressante et très fertile.
Le lien, il se fait aussi avec le corps social interne. Hein. J'ai mentionné la présence obligatoire d'au moins un salarié. C'est un point important. Pour rappel, le rapport initial qui a nourri la loi Pacte sur tous ces aspects, donc le rapport Nota-Sénar, s'intitule « L'entreprise objet d'intérêt collectif ». Hein. Le rapport corrige la notion d'intérêt général en intérêt collectif en mentionnant le fait que le collectif dont il est question, c'est le collectif de l'entreprise. Alors, le collectif au sens élargi, mais d'abord aussi son collectif interne. Donc, cette représentation de l'interne dans le comité de mission, elle est importante. Se pose d'ailleurs la question de la communication sur ce qui s'y dit par rapport à l'ensemble des salariés. Est-ce que c'est aux salariés qui font partie de ce comité de mission de faire la jonction, ou est-ce qu'il faut aussi imaginer des formes de communication interne innovantes sur ce point, hein, de façon à être à la fois transparent et puis à pouvoir initier le dialogue avec le corps social dans son ensemble. L'autre point important aussi sur cette fonction d'interface, de courroie de transmission, c'est entre tous les organes de gouvernance de l'entreprise. À ce titre, il a été relevé par notre groupe de travail l'importance d'avoir un membre du conseil d'administration qui soit aussi membre du comité de mission, hein, de façon à pouvoir créer cette circulation et les échanges entre le conseil et le comité, avec aussi mentionné l'idée que l'ordre du jour du conseil d'administration pourrait évidemment, sous couvert des conditions de confidentialité, être partagé avec le comité de mission, hein, puisque la mission est à un niveau stratégique. Donc, la circulation et le partage des informations nous a semblé important, que le conseil d'administration puisse également saisir le comité de mission pour un avis consultatif sur un sujet sensible, par exemple. Et puis, ce qu'on a observé aussi, c'est que souvent, il y a un membre du comité exécutif qui est invité dans le comité de mission, invité permanent ou invité pour l'une des séances selon le sujet. Donc, ça peut être le directeur général, ça peut être le directeur de la stratégie, mais qu'en tout cas, ce lien du comité de mission avec les enjeux opérationnels, les enjeux managériaux, les enjeux vraiment concrets est tout aussi important que le lien avec le conseil d'administration et les décisions stratégiques et les éléments de gestion générale. Dernier point également sur cette question du lien que le comité de mission effectue, le lien avec l'organisme tiers indépendant qui est chargé de l'évaluation de la bonne exécution des objectifs sociaux et environnementaux. Ce qui a été souligné par le groupe de travail, c'est sans doute l'importance que le comité de mission puisse participer au choix de cet organisme tiers indépendant et surtout qu'il soit attentif au fait que l'organisme tiers indépendant s'adapte à la singularité des objectifs sociaux et environnementaux et donc propose des KPIs, des indicateurs de suivi qui soient bien spécifiques et qui ne soient pas génériques, des indicateurs finalement qui sont ceux de la RSE, mais bien proportionnés, et que donc il puisse y avoir cet échange qui dès le départ soit enclenché avec l'organisme de contrôle externe. Et évidemment, toute cette question de l'interface, des liens avec le monde extérieur, avec le corps social interne, avec l'organe de contrôle externe, amène aussi une réflexion sur le profil des membres du comité de mission qui doivent refléter toutes ces dynamiques de liens, qui doivent être des profils complémentaires, refléter des expertises sur les différents objectifs sociaux et environnementaux, être aussi intéressés par la réussite de l'entreprise, hein, c'est-à-dire que ce soit à la fois des profils engagés, experts sur les sujets, mais curieux du fonctionnement d'une entreprise, de ses enjeux business également. Le rôle du président du comité de mission dans ce dispositif est important. On a souligné qu'il avait vraiment ce rôle de diplomate, d'ambassadeur pour activer ces liens-là, et donc il doit aussi avoir ces qualités de diplomatie. Et donc vraiment, une fois de plus, encourager toutes les interrelations avec les dirigeants et les effets d'échange. Peut-être pour réagir, Vincent, si tu veux commencer. Oui. Alors, le groupe Rocher est devenu entreprise à mission il y a environ 1 an et demi, en octobre 2019. C'était un projet d'entreprise, mais qui est... Alors, c'est très en ligne avec Danone. Depuis l'origine de l'entreprise, l'idée, c'est de conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun.
Donc, devenir entreprise à mission, pour nous, c'était pas juste avoir une mission qui rassemble tous nos objectifs RSE, c'était vraiment avoir une mission qui a un impact, qui exprime notre relation, enfin la relation de l'entreprise au monde. Notre mission, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une mission qui soit imbriquée et qui fasse partie de notre business model. C'est pas quelque chose qui est à part, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre quotidien. Le rôle du comité de mission, c'est un petit peu un advisory board. C'est pour nous un organe qui va apporter un éclairage sur les sujets qui nous concernent, qui va nous aider à mettre en place justement l'intégration de la mission dans l'ensemble des activités de l'entreprise, et donc qui nécessite d'avoir à la fois des experts pour les sujets qui nous concernent. Donc, on a un expert de la biodiversité, on a un expert du retail aussi qui connaît très bien le type d'entreprise. Et puis, on a aussi, bien sûr, des personnes qui connaissent extrêmement bien le fonctionnement de l'entreprise, de façon à nous aider à implémenter tous ces objectifs. Le comité de mission, j'ai vu une question dans le fil de chat qui disait, mais est-ce que c'est pas un peu redondant avec un conseil d'administration, avec d'autres organes, est-ce que ça crée pas de la bureaucratie? Aujourd'hui, non. Peut-être qu'à terme, on n'aura plus besoin d'un comité de mission. Peut-être qu'à terme, effectivement, il sera complètement intégré dans le mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, ça nous paraît important d'avoir justement cet organe extérieur qui challenge, qui nous pousse aussi à aller plus loin, qui peut challenger les objectifs qu'on s'est fixés au démarrage, nous demander d'aller plus loin par des apports extérieurs, par des informations nouvelles. Et ça nous aide à avancer. Donc, on est assez convaincus que justement ce rôle d'interface entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise est quelque chose qui peut nous aider à avancer, à aller beaucoup plus loin dans l'expression de notre mission. Franck, comme la mission même de la Maïf parle de lien, de qualité, de relation avec l'autre, sur cette fonction de mise en lien du comité de mission, qu'est-ce que… Mais en fait, effectivement, donc, notre raison d'être porte autour de la notion d'attention sincère portée à l'autre et au monde, et qu'on dirige dans nos objectifs statutaires vers nos sociétaires, vers nos acteurs internes et vers le monde qui nous entoure. On a souhaité composer le comité de mission. Alors, on a choisi une dizaine de personnes, avec un équilibre entre des personnes qui nous connaissent relativement bien, comment dire, quasiment de l'interne, et puis plutôt des experts externes, à peu près de manière équilibrée. Et on a confié la présidence de ce comité à une personnalité externe, en l'occurrence à Nicole Notat, qui connaît très très bien l'esprit de la loi Pacte, on ne peut mieux, on va dire. On a en fait donc des experts qui peuvent justement apporter leur vision par exemple, de l'économie engagée, leur vision de l'innovation, leur vision aussi des enjeux environnementaux, des enjeux d'égalité des chances, qui sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Et puis, on a 2 salariés qui viennent représenter finalement, qui peuvent faire écho à des sujets qui sont en lien avec les acteurs internes, 2 représentants des sociétaires, qui sont également administrateurs, puisque comme on est une mutuelle, la plupart de nos administrateurs sont des représentants des sociétaires élus en assemblée générale. Donc, c'est aussi une spécificité de notre gouvernance, et il a fallu nouer les interactions positives entre le comité de mission et ce conseil d'administration. Et puis, on a aussi un membre de la direction générale, justement, pour pouvoir faire le lien avec les métiers et faire en sorte que ça percole, ce qui peut être dit en comité de mission, percole avec les différentes directions métiers, et aussi qu'on puisse faire remonter vers le comité de mission des difficultés qui peuvent être très opérationnelles. Donc, la notion du lien et des débats sur le niveau d'intensité qu'on peut mettre sur tel et tel sujet, c'est vraiment très, 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 très important et au cœur du rôle du comité de mission.
les membres du comité de mission, il y a quelques questions dans le fil de discussion, chez nous ne sont pas rémunérés, donc ce sont des activités bénévoles, et on prévoit statutairement au moins 2 réunions par an, et on est plutôt parti sur un rythme de 4 ou 5 réunions par an. Merci. Voilà. C'est la même chose pour le groupe Rocher. On ne rémunère pas les membres du comité de mission. Et nous avons 2 ou 3 réunions par an pour l'instant. Et nous, chez Danone, on les rémunère et on a 2 réunions par an. Merci. Alors, un point qu'on a évoqué, que Franck a évoqué au tout début, le comité de mission a un rôle de challenge et d'activateur d'innovation. C'est un point qui est apparu effectivement dans les travaux du groupe de travail de façon assez fort, et ça correspond à l'idée de ce qu'on se fait de l'idée de suivi de l'exécution de la mission au fond. Je disais tout à l'heure que c'était l'idée de suivi au sens, on va dire, plus large, avec une vision un peu plus stratégique du suivi de mission. Anatoly, si tu peux, voilà, juste le slide suivant, merci. Et donc, c'était l'idée du groupe de travail d'attribuer aux commissions un rôle plus moteur et plus proactif du seul suivi de la mission. Donc, être capable de challenger, de pousser l'entreprise à être plus ambitieuse, d'enrichir le parcours de l'entreprise vers sa mission. Alors, vous noterez, tout à l'heure, Franck disait, statutairement, il y a 2 réunions par an, et en fait, à la Maïf, ils en font plutôt 4 ou 5, sans parler de 3 réunions. Et en fait, ce dont on s'est aperçu en échangeant avec les participants dans le groupe de travail, c'est que si on veut avoir ce rôle-là, forcément, une réunion par an ne suffit pas, voire 2 non plus, et donc on est amené à avoir plus de temps d'interaction. Et mieux que ça, en fait, on se retrouve dans une situation où, compte tenu de la qualité du comité de mission et de ses membres, il va être sollicité sur des dossiers peut-être plus stratégiques. Et ça peut être tout à fait, et on avait quelques exemples dans le groupe de travail, de dire, bah, voilà, là, on est en train d'être sur un projet d'acquisition, par exemple, et d'aller solliciter son comité de mission sur un projet d'acquisition qui, a priori, est plutôt une question business stratégique, mais on a voilà, la direction de l'entreprise, le board de l'entreprise a envie d'avoir l'avis de son comité de mission au regard de sa raison d'être. Et vous voyez que là, on est bien dans ce que décrit Vincent, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans de la RSE bis quoi, ou de la RSE 2.0. On est vraiment dans quelque chose on va beaucoup plus loin. On met en fait l'impact social et environnemental au cœur du modèle économique de l'entreprise. Et donc, on a bien cette fonction du comité de mission d'aller vers cette logique de dire, d'intégrer en fait vraiment les enjeux économiques et les enjeux sociétaux au sein du modèle économique de l'entreprise. Donc, ça met un rôle assez stratégique d'une certaine manière du comité de mission. Ce qui veut dire aussi qu'on doit avoir, on a parlé pendant le groupe de travail de cette posture critical friends à l'anglo-saxonne de ses membres, c'est-à-dire d'avoir des membres qui soient bien sûr très, et Sophie le rappelait, sont là pour le bien de la personne morale entreprise, en fait, par rapport à la mission qu'elle s'est donnée, mais qui vont être capables de challenger aussi l'entreprise et ses dirigeants par rapport à la raison d'être qu'elle s'est fixée, qui peut être plus ou moins ambitieuse en fonction de ce que s'est donné comme objectif l'entreprise. Mais en tout cas, ça pose aussi la question de comment on fait pour que les personnes qui sont au sein de ce comité de mission soient en capacité d'avoir ce rôle de challenge. Et être en capacité d'avoir ce rôle de challenge nécessite pour les personnes autour du comité de mission, de connaître l'entreprise, de connaître sa stratégie, de comprendre ses métiers, de comprendre ses enjeux. Et donc, il y a la question de la formation, de la compréhension fine des enjeux de l'entreprise qui doit se faire. Et ça nécessite forcément d'avoir des membres dans un comité de mission sur un temps assez long, puisque le temps de comprendre, le temps d'intégrer l'ensemble des stratégies, du contexte, des contraintes de l'entreprise, nécessite un certain temps, nécessite aussi d'être équipé par rapport à ça, d'avoir des dossiers instruits, de se donner du temps d'instruction des dossiers. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple d'un dossier d'acquisition, par exemple. Ça nécessite de mettre en place des dossiers, de les transmettre aux membres, qu'ils aient le temps de les analyser, d'en prendre connaissance, d'interagir. Et là, on rejoint le point sur les liens dont parlait Sophie tout à l'heure, avec différentes composantes de l'entreprise pour bien comprendre et être capable de jouer ce rôle qui est plus moteur, plus proactif et qui va du coup inspirer l'entreprise dans son parcours et dans sa transformation. Donc peut-être, là, je vais donner la parole à… Donc là, c'est Emmanuel et Vincent pour peut-être illustrer le point.
Donc, il y avait une question dans le chat là, sur le rôle opérationnel en fait, du comité de mission. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que chez Danone, en fait, on a souhaité ne pas cantonner le comité de mission à un pur rôle de suivi, mais on a souhaité lui donner des moyens. Donc, en fait, on a beaucoup d'informations qui est communiquées au comité de mission. On a créé aussi des programmes d'induction et de formation de manière à ce qu'il puisse mieux appréhender les différents enjeux de l'entreprise. Et également, on a développé des interactions avec le conseil d'administration, avec le comité exécutif, mais aussi plus directement, en fait, avec certains des employés de Danone qui sont impliqués sur les sujets relatifs aux objectifs sociaux et environnementaux. Alors, on sollicite le comité de mission pour nous faire part de bonnes pratiques qui pourraient être mises en œuvre. On lui demande aussi de nous proposer des actions complémentaires. Il peut aussi nous faire part de ses commentaires ou de ses suggestions sur les indicateurs que l'on suit. Donc, il y a vraiment ce rôle que Vincent décrivait tout à l'heure de challenge de nos objectifs sociaux et environnementaux pour mieux les faire progresser. Le président du conseil d'administration de Danone vient aux réunions du comité de mission en tant qu'invité permanent, qui n'est pas inscrit dans les statuts. Il y a aussi plusieurs personnes qui participent au comité de mission, comme notre directeur de la stratégie, notre secrétaire général, voire d'autres personnes qui sont plus impliquées sur des sujets peut-être plus techniques, comme le carbone, par exemple. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a, en 2017, en fait, notre plus grosse filiale américaine, on l'a transformée en une Public Benefit Corporation, qui est une forme juridique américaine qui permet de donner, en fait, une mission qui va au-delà de la génération des profits. Mais pour moi, en fait, la qualité de société à mission en France, elle va vraiment une étape plus loin et elle va vraiment vers cette étape plus loin grâce au comité de mission et aussi à l'organisme tiers indépendant. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est aussi un élément important. Et qui sont là, en fait, pour vraiment suivre de manière transparente l'exécution de la mission. Donc, je pense que sans aucun doute, le comité de mission est une gouvernance innovante, ça me semble très clair. Et ça nous permet à nous, en fait, de mieux intégrer à notre modèle de croissance rentable et durable nos objectifs sociaux et environnementaux, et aussi à inventer un modèle d'entreprise nouveau, plus humanisé, en revoyant et en challengeant notre feuille de route. Comme le disait Jean-Noël, nous, chez Danone, en fait, on n'a pas vraiment une RSE, je dirais, qui est séparée du business. Aujourd'hui, en fait, tous ces objectifs sociaux et environnementaux sont vraiment suivis par les différentes fonctions dans l'organisation. Donc, on n'a pas d'organisation vraiment de sustainabilité, c'est vraiment au cœur du business et c'est vraiment comme ça que l'on l'entend. Et dans ce cadre-là, je pense que les directions du comité de mission sont intéressantes aussi pour nous, travaillant chez Danone, pour mieux nous orienter en fait, dans les décisions que l'on prend au niveau de nos fonctions. Merci, Emmanuel. Vincent, tu veux… Oui, alors moi j'en ai touché un petit mot tout à l'heure, mais c'est vrai que le comité de mission, pour nous, et son rôle d'ailleurs évolue au fur et à mesure du temps, mais il a été vraiment d'abord d'interroger, de questionner, de challenger les objectifs et la pertinence des actions et des stratégies qui avaient été définies pour répondre à la mission de l'entreprise. On implique énormément le président du comité de mission dans beaucoup d'éléments. On lui a demandé par exemple de s'assurer que et de valider que chaque marque a bien intégré dans sa raison d'être, dans ses objectifs, puisqu'on a un groupe qui est constitué de plusieurs marques, que chaque marque va contribuer avec des actions précises et mesurables à la mission du groupe, tout en respectant sa propre raison d'être, puisque chaque marque a aussi une propre raison d'être, mais doit venir contribuer à la raison d'être du groupe. On a demandé au président du comité de mission aussi de coordonner l'ensemble des actions RSE et la certification B Corp d'une entreprise, puisque nous aussi, nous sommes dans cette démarche de certifier le groupe B Corp d'ici à 2025. On a déjà une première société, qui est notre société américaine, qui a eu cette certification en janvier l'année dernière.
Et donc, il coordonne aussi ces activités et ça permet aussi d'avoir, de pousser à challenger encore plus les objectifs qu'on s'est fixés dans la mission. Il peut être impliqué aussi dans des études d'acquisition. On a toujours des dossiers qu'on étudie. Il peut être amené à participer aussi pour donner son regard sur la pertinence d'une acquisition par rapport à la mission de l'entreprise et donner son avis. Alors bien sûr, ensuite, il utilise le comité à mission pour s'éclairer, pour avoir des avis extérieurs, complémentaires. Pour l'instant, toutes les questions n'ont pas été vraiment portées au comité à mission. Elles passent par le président du comité à mission. Mais c'est quelque chose qui pourra éventuellement avoir lieu dans les mois qui viennent. Merci. Je vois une question sur la répartition. Ouais, vas-y, si tu as envie de répondre. Interne, externe du comité de mission. Alors, chez Groupe Rocher, effectivement, c'est un président interne. On a un comité de mission avec 8 membres, 4 internes, 4 externes. Et on a choisi d'avoir une forme de parité pour avoir effectivement des avis extérieurs, mais aussi des gens qui connaissent bien le fonctionnement de l'entreprise, de façon à assurer que les recommandations qui sont faites ont bien une pertinence et peuvent être appliquées dans l'entreprise. Je ne sais pas comment c'est dans les autres entreprises. Répartition interne-externe, Franck? Nous, on est égalité 50-50 avec présidence accordée à l'externe. Voilà, c'est pas inscrit dans les statuts, c'est plutôt de la pratique. On a voulu des statuts assez ouverts, mais pour se lancer, on a décidé de le faire comme ça parce qu'on trouvait que c'était intéressant de le faire fonctionner avec plutôt un centre de gravité légèrement plus externe. Et nous, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a donc 10 membres, on a 8 externes et un administrateur indépendant et un employé. Alors, on a souhaité, comme Franck, plutôt avoir une orientation externe pour avoir le outside in, en fait, avoir effectivement des inputs, en fait, je dirais, externes de gens qui avaient des compétences sur, justement, pour nous permettre de progresser sur nos objectifs sociaux et environnementaux. Merci Emmanuel. Alors sur la partie organisation, fonctionnement du comité de mission, on a eu une approche très descriptive. Une fois de plus, le groupe de travail n'a pas souhaité être normatif sur la recommandation d'un bon fonctionnement du comité de mission. Ce qui a été reconnu, c'est cette pluralité qui nous semble une fois de plus, parce que justement c'est une approche par le sens et pas une approche par la norme, quelque chose de très positif. C'est-à-dire que cette variété de dispositifs, selon, une fois de plus, les cas particuliers de statut, de moment de l'histoire de l'entreprise et de mission, raison d'être et objectifs sociaux et environnementaux, nous semble quelque chose de très fertile à cultiver et vraiment d'intéressant dans le dispositif de la loi Pacte. Donc, l'approche descriptive, il y a plusieurs niveaux que vous trouverez dans le livrable. À la fois, on a les exemples de composition et de grands modes de fonctionnement des comités de mission, des participants, des sociétés à mission qui ont participé au groupe de travail, donc Danone, Groupe Rocher, Maïf, Nuova Vista. Et vous trouverez aussi en annexe les statuts de la communauté des entreprises à mission, où il y a une description assez précise du fonctionnement du comité de mission de la communauté, avec vraiment une fois de plus cette conviction que c'est aussi par l'exemple qu'on apprend la règle et qu'on ne voulait pas donc délivrer une règle normative. Donc, cependant, il y a quand même des dénominateurs communs, c'est-à-dire des pratiques qui reviennent, qui se recoupent. Donc, tout ça, c'est dans la partie gauche du tableau. Et puis, on a aussi mentionné les variables qui nous semblaient intéressantes et inspirantes pour vous, quand le moment où vous allez mettre en place vos comités de mission. Alors, je ne vais évidemment pas tout lire, mais sur quelques points
de convergence. Ce qui revient, c'est que ce fonctionnement en fait, du comité de mission, même de façon très simplifiée, est décrit dans les statuts de la société, ce qui n'est pas une obligation légale, puisque l'inscription dans les statuts pour revendiquer la qualité de société à mission concerne la raison d'être et les objectifs sociaux et environnementaux. Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart des sociétés à mission qui ont mis en place leur comité de mission le mentionnent dans leur statut. Le niveau de détail change et ce qu'on observe aussi, je crois que ça a été aussi une question posée dans le chat, c'est non pas des statuts du comité de mission, mais parfois la rédaction d'un règlement intérieur qui vient justement spécifier des niveaux de détail, de fonctionnement qui n'ont pas leur place dans les statuts de la société, mais qui sont précieux pour les membres du comité de mission et puis une efficacité plus forte. Ce qu'on a aussi constaté en dénominateur commun, autre exemple, c'est la durée des mandats entre 1 et 2 ans, avec une logique a priori de renouvellement des mandats pour capitaliser sur la connaissance que les membres ont de l'entreprise. Je crois que Jean-Noël l'a mentionné tout à l'heure, ça c'est un autre point qui nous a semblé très important, c'est de donner des éléments d'information et de former les membres du comité de mission à la bonne connaissance de l'entreprise. Donc, cette logique de renouvellement des mandats, elle est importante. Et parfois, la durée va jusqu'à 3 ans pour s'aligner sur des durées de mandat qui sont ceux d'organes de gouvernance comme le conseil d'administration. La fréquence des réunions, Franck, Vincent, Emmanuel en ont parlé, et pour l'instant, une moyenne de 2-3 réunions collectives par an, ce qui peut sembler assez peu par rapport à l'enjeu de suivi. Mais ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est l'importance des interactions entre guillemets informelles et aussi individuelles entre les membres du comité, les membres du comité exécutif, des personnalités de l'entreprise. Et puis ça repose une question qui a aussi été soulignée dans le chat de la rémunération des membres. Pour l'instant, la quasi-majorité des membres des comités de mission sont bénévoles. Et donc, il y a peut-être un enjeu de professionnalisation et voilà, qui permettra de davantage solliciter les membres sans que cela d'ailleurs soit contradictoire avec leur indépendance. Et autre point sur la nomination, puis ensuite je passe la parole pour commenter à nos témoins. Pour l'instant, c'est plus des nominations que des processus d'élection, ce qui pose effectivement des questions d'indépendance de ce comité qui peut-être avec l'usage nécessiteront d'être vues. Alors soit nomination par le conseil d'administration, soit aussi nomination par le comité exécutif. Donc voilà, donc effectivement, cette modalité de nomination des membres est un point assez intéressant. Et sur les sujets abordés, donc il y a évidemment le rôle de suivi de l'exécution de la mission, donc d'exécution des objectifs et d'évaluation à partir des indicateurs définis, sachant que ce qu'on a constaté, c'est que les premières séances sont effectivement consacrés à la validation des objectifs sociaux et environnementaux et à la validation aussi des indicateurs de leurs mesures. Je laisse peut-être la parole sur ces descriptions de dispositifs, à la fois sur les dénominateurs communs, les variables, et puis toutes les questions que ça peut soulever. Alors, peut-être là, on va faire réagir nos 3 témoins. Emmanuel, D'accord. Donc, moi, je pense que sur la pluralité des dispositifs du comité de mission, ça me semble totalement souhaitable parce que ça permet de respecter les différents modèles d'entreprise. Je pense que la situation est différente entre une société cotée et une start-up. Ça permet aussi de respecter les contextes particuliers et aussi de préserver le potentiel d'innovation et de transformation en fait, de chacune des entreprises en fonction de leur stade de développement. J'ai une amie qui est en train de créer en ce moment sa société qui souhaiterait se constituer sous forme de société à mission. Elle ne va pas commencer par créer un comité de mission de 10 personnes. Je crois qu'il y avait des questions aussi dans le chat. Quand on a des entreprises de moins de 50 personnes, on peut avoir un référent de mission, donc une seule personne, pour commencer. Et puis ensuite, en fonction du développement de la société, on peut le faire évoluer.
Je pense que cet espace de liberté que nous donne la loi est pour moi vraiment créateur de valeur, car il permet vraiment de mieux respecter chaque situation spécifique et vraiment de faire du sur-mesure. Et je pense que c'est ce que montre ce tableau. Il n'y a pas one size fits all, hein, comme on dit en anglais, c'est vraiment du cas par cas. Et c'est ce qui me semble important. Je voudrais juste revenir sur un point, en fait, aussi une question qui revient pas mal sur le chat, sur les pouvoirs du comité de mission, qui souvent donc n'est pas décisionnaire, mais a un rôle plus consultatif. Et en réalité, ce qui est important, à mon avis, de garder en tête, c'est que la sanction, en fait, c'est quand même la perte de la qualité de société à mission. Donc, il a quand même entre ses mains un pouvoir fort qui est potentiellement de faire perdre cette qualité à la société. Voilà, merci. Je rejoins tout à fait ce que disait Emmanuel. C'est vrai que chaque entreprise doit trouver son mode de fonctionnement. Les contraintes ne sont pas les mêmes pour une start-up, une entreprise avec un actionnariat privé familial ou une entreprise cotée. L'important, c'est que cet organe, ce comité, il aide à avancer. Être une entreprise à mission, c'est être dans une démarche de progrès continu. Et donc, pour moi, il faut trouver le bon mode de fonctionnement adapté à la particularité de l'entreprise, de façon à ce que on soit dans cette démarche de progrès et on remplisse la mission de la meilleure façon possible. Avec effectivement, comme le disait Emmanuel, la sanction possible qui est de perdre ce statut. Quand on s'engage et qu'on devient une entreprise à mission, bien entendu, l'idée c'est pas de risquer perdre ce statut, c'est un vrai engagement, c'est un engagement sur la durée. Voilà. Et pour toutes les entreprises qui souhaitent s'engager sur cette voie, je dirais que on apprend en marchant, on est au début de la démarche. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressés par cette démarche. Donc c'est très enthousiasmant et je crois que il y a une forme de communauté justement de toutes ces entreprises auprès de laquelle on peut s'interroger, partager, etc. comme on le fait aujourd'hui. Et je trouve ça particulièrement intéressant, enthousiasmant pour l'avenir de l'entreprise. Franck ? Oui, je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Vincent et aussi Emmanuel. Il y a énormément de questions intéressantes dans le chat. On ne va pas pouvoir toutes les traiter et sans doute il faudrait qu'on crée un deuxième webinaire sur le sujet tellement il y en a, mais justement, comment dire, une partie de ce qu'on a partagé dans le groupe, c'est qu'il n'y a pas de règles univoques, qu'il faut aussi adopter les solutions qui conviennent le mieux. Comme la loi est relativement souple, on peut s'adapter à l'histoire de l'entreprise, à sa situation actuelle, à son équilibre des pouvoirs, à ce que sont ses parties prenantes spécifiques. Et donc, ça offre énormément de liberté aux entreprises, aux organisations, pour à partir du moment où elles s'engagent de manière sincère dans ce chemin, elles trouvent des solutions à leur main. À leur main au sens qui justement irrigue leur réflexion, qui justement se connectent à leurs parties prenantes de manière intelligente. Elles vont faire les choix des personnes qui vont composer le comité de mission en fonction de ce qui est important pour elles. On pourra donner des exemples, peut-être donner peut-être des bonnes pratiques dans d'autres groupes de travail ou dans d'autres webinaires, mais finalement, il n'y a pas énormément de contraintes, ce qui permet de choisir les solutions qui conviennent le mieux à chacune des entreprises. Et c'est aussi quelque chose de très fort qui ressort dans les travaux de ce groupe de travail sur cette souplesse offerte par la loi, avec néanmoins quelques guidelines qui émergent de nos échanges. Merci Franck. On a du coup, on va bientôt arriver à la fin de notre webinaire. On a traité un certain nombre de questions un petit peu au fil de l'eau. Il y a plein de questions dans le fil de discussion. Le délivrable que vous pourrez télécharger demain, c'est un document d'une 40aine de pages, format Word,
Vous verrez, vous aurez, par rapport à pas mal de questions, des éléments de réponse dans ce document. Il y a aussi une chose à noter, c'est qu'effectivement, on l'a tous dit, et là je crois que nos témoins l'ont formulé, il n'y a pas le kit du bon comité de mission prêt à utiliser. En revanche, vous verrez à travers le document toutes les questions que se sont posées le groupe et les thèmes de questionnement qui sont intéressants, parce que je pense qu'effectivement, c'est à chacun de se poser les bonnes questions, on va dire, par rapport au sujet, pour pouvoir y répondre. Donc, on ne va pas avoir le temps, là, malheureusement, de passer en revue toutes nos questions, il est 9h30 et si on veut respecter le timing pour tous nos participants. Ce que je propose peut-être, c'est de toute façon, on a noté toutes les questions. Nous, ça va nous nourrir, puisque vous avez compris que c'est in progress, hein, comme le disait Sophie au début de notre intervention, et on va continuer à progresser sur ce sujet-là. Je pense que même nos grands témoins, Danone, Maïf et le groupe Rocher, la réflexion qu'on va continuer à progresser, et peut-être des choses qu'on a exprimées aujourd'hui ou qu'on a pu écrire dans le livrable vont peut-être évoluer dans l'année qui vient ou dans les 2 années qui viennent à travers la pratique et à travers les cas concrets auxquels vont être confrontées les entreprises sur ce sujet. On est vraiment dans de l'innovation en termes de gouvernance. Et donc, il faut avoir ça en tête à chaque fois quand on aborde cette question. Je vais peut-être laisser la parole à Nathalie pour conclure. Je remercie tous nos grands témoins d'avoir bien prêté au jeu, d'avoir participé à ce groupe de travail qui nous a réunis plusieurs fois dans de bonnes conditions le soir, autour d'apéro pour pouvoir discuter de ces questions-là, apéro virtuel, hein, puisque oui. Covid oblige. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas fini l'histoire et on est au début du chemin là, sur cette session-là. Voilà. Nathalie, si tu veux, peut-être, à moins que vous vouliez peut-être, Sophie, si tu veux dire un petit mot, ou les autres, si vous voulez rajouter un petit mot. Non, on va effectivement reprendre les questions. Il y en a beaucoup qui concernent le rapport et les pouvoirs du comité de mission par rapport au conseil d'administration, la question de sa redondance, la question aussi du type de pouvoir qui est le sien. Nous, on pense que c'est un pouvoir libérateur et pas un pouvoir de contrainte, hein, et que le pouvoir d'un nouvel organe permet et libère plein de choses. Donc, ça, vous le trouverez dans notre livrable. Des questions aussi qui concernent le rapport à la RSE. Voilà, pourquoi un nouvel organe de gouvernance si on a des indicateurs. Donc, une fois de plus, hein, nous, on pense que la norme et la mesure ne font pas tout, mais que les échanges humains et les points de vue sont aussi importants. Donc, il y a une vraie différence et c'est des réflexions que vous trouverez aussi dans le groupe de travail et qu'effectivement, qui vont nous permettre de nourrir le prochain, puisqu'on s'est dit qu'on se donnait rendez-vous dans 1 an pour faire ces retours d'expérience. Et oui, peut-être un mot de conclusion de Franck, Vincent, Emmanuel. C'était juste super de participer à ce groupe de travail et aussi à ce webinaire. C'est très intéressant de voir toutes ces questions qui continuent. Le fait de lire les questions nous aide aussi à progresser dans notre propre réflexion, à essayer de rendre plus explicites les choix qu'on a pu faire. Parfois, ils sont implicites et ça donne envie d'aller plus loin. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la fois dans le groupe de travail et dans ce webinaire. Merci. Merci également, je suis complètement d'accord avec Franck. Merci aussi à tous pour toutes les questions que vous avez posées. Je pense que c'est vraiment très intéressant aussi pour nous de voir ces questions et ça nous amène aussi à certaines réflexions de notre côté. Donc, et merci à la communauté pour avoir organisé ce groupe de travail et ce webinaire. J'ai également pris beaucoup de plaisir. Je vais paraphraser, hein, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était très énergisant, à la fois les groupes de travail, ce webinaire et puis toutes les questions des participants aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, je continue à encourager tout le monde à aller dans cette voie d'entreprise à mission. Les entreprises ont un rôle important à jouer aujourd'hui dans le monde. Et donc, je suis ravi de voir qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui à ce webinaire. Et de voir que nous sommes nombreux à avoir cette vision-là de l'entreprise. Et pour conclure la conclusion, encore merci donc à tous les participants du groupe de travail et à nos 5 intervenants d'aujourd'hui. Vous recevrez très prochainement un mail avec le replay de ce webinaire ainsi que le lien vers le livrable qui sera très bientôt disponible. Et si toutefois vous aviez encore des questions, vous vouliez vous approcher de nous, vous avez toutes nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter, la communauté des entreprises à mission, pour avancer ensemble sur ce chemin de la société à mission.
Merci énormément à tous. Très belle journée. Au revoir.